Alors, apprendre, ce n'est pas un sport de spectateur. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les estrades qu'on apprend à devenir un joueur de foot. Il faut aller sur le terrain, il faut être capable de taper le ballon, il faut être capable d'un peu devenir habile à faire cela. Et pour devenir habile à quelque chose, on ne peut être qu'observateur de cette chose. De la même façon, on ne peut vraiment penser devenir capable de mobiliser le savoir, de l'avoir procéduralisé qu'en écoutant quelqu'un parler. C'est pour ça que transmettre, il faut y aller avec un certain bémol. Voilà. J'avais une autre question pour vous. Qu'est-ce qu'un bon enseignement? Je vais vous laisser y réfléchir pour la suite des choses, entre vous peut-être éventuellement. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui est écrit ici. Sans formation pédagogique, finalement, c'est quoi un prof? Juste un bon élève qui a trouvé du boulot. Un bon élève. Je dirais par expérience que 90% des personnes qui sont enseignants-chercheurs sont d'anciens bons élèves. Ils sont confrontés à des populations d'étudiants qui ne sont pas, de moins en moins, n'ont pas ce profil nécessairement de bon élève. Et ça les confronte énormément à eux-mêmes. Il y a quelques années, et j'enseigne un cours là, cet hiver à un groupe de professeurs de la Faculté des sciences chez nous à l'Université de Sherbrooke, une vingtaine de personnes, physique, chimie, biologie, informatique de cette faculté. Et il y a quelques années, il y a un prof de chimie, oserais-je le dire, d'origine française, qui est venu me voir en me disant « Mais tout ce que vous me racontez, là, c'est pas mal, mais à la fin, c'est pas mon boulot, c'est de faire apprendre. C'est leur truc. » Il disait « Moi, je donne ma matière. J'ai moi-même travaillé très fort pour apprendre j'ai dit chimie ou physique? Enfin, peu importe. J'ai moi-même travaillé très fort pour apprendre. J'ai peiné, j'ai sué, j'ai travaillé très fort la nuit. Pourquoi aujourd'hui je devrais être dans la position de devoir faciliter quoi que ce soit pour eux ou elles? C'est à elle et ou à eux de faire ce boulot, c'est pas mon truc. Et donc, c'était pour lui un changement paradigmatique qu'il n'arrivait pas à admettre, mais surtout par sa propre expérience d'apprenant, il avait connu un chemin où il avait survécu, en fait, dans ces bois un peu complexes du cheminement de l'apprentissage dans un cours universitaire, où les profs, peut-être dans ces universités où il a été étudiant, ne lui avaient donné aucune chance, et c'est par force, par volonté, par détermination, par peu importe, qu'il avait passé au travers. On n'est plus tout à fait là maintenant. On peut toujours peut-être vouloir que les choses soient comme celle-là, mais vous savez que la situation française et l'admission dans les parcours universitaires en licence c'est plus à l'entrée, on ne sélectionne pas déjà à l'entrée, mais qui plus est, ceux et celles qui veulent aller à l'université ont des profils extrêmement diversifiés. Et pourtant, ce ne sont pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas le profil parfait du bon élève qu'ils seront de moins bons administrateurs, de moins bons ingénieurs ou de moins bons enseignants. Parce que dans la vie de tous les jours, on a besoin de tous ces profils. Tous les chercheurs n'ont pas à être parfaitement identiques et issus du même profil de formation. Les défis de demain, on ne les connaît encore que très peu et on a besoin des ressources très diversifiées, ne serait-ce que pour développer et favoriser la créativité. Donc, il faut savoir que pour un prof qui a été un bon élève, il y a une question de posture au départ qui est difficile. Vous savez que les recherches ont montré, ça s'appelle l'effet Pygmalion, que l'on a tendance à vouloir reconnaître, ou on a tendance à reconnaître plutôt et encourager les personnes qui ont le même profil que soi. Les gens qui s'habillent un peu pareil, qui nous ressemblent. En fait, donc, si moi je m'assoyais toujours dans la première rangée, ce sera les personnes que je valoriserai le plus au départ. Si j'avais plutôt tendance à m'asseoir au fond parce que pour toutes ces raisons, je n'aimais pas être en avant, alors je vais avoir tendance à bien valoriser ces gens. Si j'avais tendance à ne jamais parler, etc., on a vraiment ce réflexe. Et non seulement on a ce réflexe, mais ça a une incidence directe sur le soutien que l'on va offrir à ces mêmes élèves, parce qu'ils auront ce profil qui nous ressemble. Et ça aura même, comme la recherche l'a démontré, une incidence sur la façon dont les apprentissages seront faits chez celles et ceux que j'aurais soutenus davantage. Et c'est parfois juste du non-verbal. C'est un regard, c'est un sourire, c'est de me rapprocher de ces gens lorsque je circule, et jamais de me rapprocher des autres, par exemple, qui va avoir une incidence directe chez ces personnes. Il faut le reconnaître, quand on est dans une situation d'accompagnement de quelqu'un qui n'a pas la posture au départ de l'orientation de cette pédagogie active ou de cet engagement ou de ce développement de compétences, qu'il n'y aura pas juste une résistance
à mettre de côté. Au contraire, il faut accueillir cette résistance, il faut être très empathique, il faut graduellement essayer de déconstruire plutôt que de faire abstraction. Ça favoriserait énormément l'accueil de vos propositions. Ici, il dit, le chat, c'est en étudiant qu'on devient étudiant, c'est en commandant qu'on devient commandant, et c'est en enseignant que l'on devient enseignant. Bien sûr qu'il y a de cela. Enseigner, c'est aussi un métier qui est issu de l'action. On ne peut pas apprendre à être gestionnaire dans l'étude des théories de la gestion, comme on ne peut pas complètement apprendre à devenir enseignant dans les bouquins qui nous parlent de la théorie de l'enseignement. Il y a une partie du travail qui est de nature expérientielle. Et une partie de votre boulot, c'est celui de faire émerger, de tenter de formaliser le savoir d'expérience de vos interlocuteurs, mais aussi de vos institutions. Dans un des travaux que moi, comme chercheur dans ce domaine, et que vous, comme intervenant et chercheur peut-être également dans ce domaine, avons à faire, c'est de tenter de faire émerger les modèles plus formels qui peuvent être représentatifs d'une pratique d'intervention, d'enseignement issue du terrain. Et pas seulement d'une théorie derrière qui vient expliquer les pourquoi, les comment, les do's ou les don'ts, c'est-à-dire les choses à faire ou à ne pas faire. C'est deux dimensions très importantes. OK, le SOTL maintenant. Alors, un peu d'histoire. Boyer, 1990, reçoit la commande du gouvernement du ministre de l'Éducation, l'équivalent américain, de tenter d'expliquer ou de comprendre pourquoi l'enseignement dans les universités américaines n'est pas aussi valorisé que la recherche. Alors, le terme scholarship, la traduction directe de cela en français, c'est érudit. Scholarship, c'est l'érudition, et donc c'est la capacité ou la reconnaissance que quelqu'un a d'être un expert dans son domaine. Il est donc érudit, cette personne est érudite, et a cette érudition. Ça, c'est le scholarship. On voit bien ça chez les grands chercheurs, les publications, donc on a tout plein de repères qui nous permettent de conclure à cela. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, Boyer fait le constat qu'il y a trois types de scholarship, trois types d'érudition. Il y a le scholarship of discovery, le scholarship de la découverte, le scholarship of intégration, puis le scholarship de l'application. Le scholarship of discovery, c'est essentiellement la recherche elle-même. Tout ce que l'on sait faire comme chercheur. Je travaille dans un labo, je reçois des subventions de recherche, etc. Tout mon travail, l'appareillage méthodologique, etc., c'est ce qui est déjà une reconnaissance en elle-même. Le Scholarship of Integration, c'est tout ce qui fait que je publie. Je me fais reconnaître à l'extérieur, donc j'intègre ce savoir développé dans mes recherches et j'en fais quelque chose qui ressemble à une conférence, une publication, un article, etc. Et le Scholarship of Application, c'est le scholarship de la transformation de ce savoir plus formel en artefact, en produit quelconque, en procédure, en procédé d'action. Et donc, pour nous, ce que ça voudrait dire, c'est la recherche en pédagogie, la publication de ce type de recherche, et éventuellement la proposition de modèles de formation, de pédagogie quelconque, d'adaptation de méthodes d'enseignement ou d'apprentissage. Alors voilà, il constate cela pour la recherche. Et il dit, mais il manque quelque chose, on pourrait l'ajouter, et il appelait ça le Scholarship of Teaching. Et donc, l'érudition dans l'enseignement. Au départ, ce n'était pas le S-O-T-L, il n'y avait pas le L pour Boyer, il n'y avait que le Scholarship of Teaching. Comme on était déjà dans le mouvement des grands changements paradigmatiques de la posture du paradigme de l'enseignement à celui du paradigme de l'apprentissage, d'autres chercheurs sont venus ajouter le Scholarship of Teaching and Learning. Alors, autrement dit, ce n'est pas que moi, comme enseignant, qui fais les choses, il y a aussi devant moi des gens qui doivent apprendre et la relation, et c'est là que le mot pédagogie devient intéressant, puisque la relation pédagogique, c'est la relation entre l'étudiant et l'enseignant, ou celle entre l'enseignant et l'étudiant. C'est ça la pédagogie. Tout ce qui touche cette relation est de nature, est une réflexion de nature pédagogique. Et donc, on a créé, pas longtemps après, une revue internationale qui est la revue internationale de Scholarship of Teaching and Learning. Et dans chaque pays anglophone aujourd'hui, Canada, Angleterre, Australie et Nouvelle-Zélande, il y a des revues équivalentes nationales, comme il y en a une également, bien sûr, comme je disais, au Canada, qui parle du Scholarship of Teaching and Learning.
Et là, Boyer fait le constat que, bien, un nouveau type d'érudition, mais on n'a pas réinventé la roue sur que veut dire être un érudit en pédagogie. On a ces trois mécanismes qui semblent bien fonctionner pour la recherche. Pourquoi ne reprendrions-nous pas exactement les mêmes outils pour arriver à faire de l'érudition en pédagogie l'équivalent de ce qu'est l'érudition en recherche? Et donc, faisons de la recherche en pédagogie, publions ces recherches, allons dans les colloques, créons des communautés de pratique et développons un savoir en collégialité, et éventuellement, conséquemment, développons des moyens, des artefacts, des outils, des méthodes, des modèles qui vont être appuyés ou être soutenus par le fruit de la recherche. C'est aujourd'hui ce qui est devenu le Scholarship of Teaching and Learning. Et dans cet esprit, il y a l'idée de l'excellence à l'expertise. Il y aurait d'autres auteurs que j'aurais pu citer pour en parler, mais disons que pour le moment, je vais m'appuyer surtout sur les gens qui, aux États-Unis, du côté américain, ou plutôt dans le monde anglophone, ont parlé de cette idée. Alors, le teaching scholar, celui ou celle qui est dans une position de vouloir améliorer son enseignement. Je veux mieux faire ce travail qui est d'enseigner. Un, deux. Je ne sais plus si ça fonctionne. Ça fonctionne? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a, cette personne, comme profil? Il est préoccupé... Non, ça ne fonctionne plus, hein? C'est peut-être la pile... Ouais. Un, deux. Yeah. Alors, c'est cette personne qui est préoccupée de la qualité de son enseignement. Et alors, c'est la personne qui quand elle s'assiste aux formations que l'on offre, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, sera très intéressée par le bouquin dont le titre est « Teaching Tips », des trucs d'enseignement. Alors, je peux mieux faire ceci, je dois, par exemple, toujours regarder la salle, je dois balayer du regard de gauche à droite, je dois, par exemple, davantage me tenir debout que d'être assis, j'essaie de ne pas regarder constamment mon écran, je dois aussi me retourner parfois pour regarder la salle. Toute une série de trucs comme ça, très intéressants, qui fait que j'enseigne alors mieux. Je fais donc l'hypothèse que le problème en termes d'apprentissage, il est à mon niveau. Il y a une théorie qui, chez Biggs, un auteur anglais, qui dit qu'elle se développe en 3 niveaux, cette réflexion. Au départ, c'est « blame the students ». Alors, la première hypothèse, c'est que le problème, il est dans la salle. Ça, c'est comme mon prof de chimie tout à l'heure, qui essentiellement disait « moi, je fais déjà bien mon boulot. Apprendre, c'est votre truc. Et donc, faites ce que vous avez à faire. Si ça ne se passe pas pour vous, c'est là où est le problème. Il n'est pas ici devant. » Ça, c'est le premier niveau, « blame the students ». Ensuite, le deuxième niveau, c'est « c'est pas tout à fait là où je devrais aller, donc blame the teacher ». Là, ça, c'est moi. Donc, je me fais un peu mea culpa, et je me dis, je pourrais mieux faire les choses, et forcément, donc, j'améliore ma pratique. Mais c'est ni le niveau 1, ni le niveau 2 qui est la cible exactement. Niveau 2, on est ici, donc je cherche à m'améliorer, je cherche à développer un peu mieux ces pratiques intuitives, puisque je suis déjà passé par les salles de classe. J'essaie d'atteindre cette idée de Scholarship of Teaching and Learning, puisque la préoccupation, c'est moins moi que l'apprentissage lui-même. Et donc, l'apprentissage, c'est vraiment dans la... Si on imaginait ça sous la forme d'un diagramme de Venn, vous êtes un cercle, les étudiants sont l'autre cercle. Vous aurez accès à cette présentation par la suite. Là, je pense qu'elle vous sera envoyée ou disponible quelque part, si vous ne voulez pas tout noter. Donc, c'est la qualité des apprentissages qui compte, davantage que ce que je fais ou ce que font mes étudiants. Et c'est donc dans l'interface entre moi et eux que se déroule réellement l'apprentissage. C'est là où se situe cette idée de Scholarship of Teaching, c'est de me décentrer de moi-même, me décentrer des étudiants et de me centrer sur l'interface entre ces deux acteurs, disons, de la dynamique pédagogique. Pour vous, comme accompagnateur, c'est donc de centrer l'attention, parfois naturellement un peu sur eux, parce qu'il y a des choses à changer, parfois chez vos étudiants aussi, chez les étudiants dans la classe, mais essentiellement toujours au profit de ce qui se passe entre les deux, si de fait il y a apprentissage ou non. Une innovation pédagogique, pour avoir un peu travaillé sur la question, ne peut vraiment être affirmée que lorsqu'il y a modification de la qualité des apprentissages des étudiants. Et pas seulement parce que je le prétends. Innover, ça ne peut pas s'auto-déclarer. Certains le font. Mais de fait, pour conclure qu'il y a eu innovation, c'est qu'il y a eu changement dans l'apprentissage. Quantitativement ou qualitativement, idéalement les deux, bien sûr. Il y a beaucoup de profs qui vont introduire le numérique, les technologies dans la formation parce qu'ils aiment bien le truc, parce qu'ils ont des utilisateurs et ils aiment bien aller sur les outils numériques, sur les, comment on les appelle maintenant, les Facebook, Twitter de ce monde, les outils interactifs. Mais c'est bien, c'est bien.
Mais de fait, est-ce une innovation pédagogique? Elle pourra être une innovation technologique, l'introduction du numérique, mais elle ne sera techno-pédagogique que s'il y a amélioration de l'apprentissage au final. Il ne faut jamais perdre de vue cette cible et ça prend donc des outils pour valider ou invalider cette position ou cette cible, disons, qui est celle proposée par le Scholarship of Teaching and Learning. OK? Donc, c'est là où la recherche vient prendre sa place, puisque dans un modèle proposé par une collègue de l'Université McGill, de l'Université de Sherbrooke, Marie-Lou Bellil, qui elle-même s'est appuyée sur les travaux de Kreber, qui est une collègue de l'Université de Edmonton en Alberta. On peut l'imaginer sous la forme de 3 paliers. Au départ, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'excellence en enseignement. C'est le prof qui se dit « je peux mieux faire les choses et donc je vais tenter d'améliorer ma pratique ». C'est un premier niveau, c'est très bien. Et très souvent, c'est basé sur une réflexion. La capacité réflexive auquel vous faisiez référence tout à l'heure, elle est ou devrait être mobilisée ici. Lorsqu'on va vers l'expertise en enseignement, on dépasse le niveau de réfléchir sur ce que je fais, tenir un journal de bord, par exemple, prendre des notes sur ma pratique, qui est déjà un beau début, puisqu'avant, il n'y a même pas ça. Ici, c'est aussi aller soutenir ou appuyer ce que je fais à partir de travaux existants. Donc, j'ouvre les bouquins, j'ouvre la littérature, j'ouvre Pédagogie collégiale, cette revue québécoise, j'ouvre la revue de l'Association internationale de pédagogie universitaire qui s'appelle RIPES, et je lis peut-être en anglais quelques revues intéressantes également, et je me documente. Et donc, j'apprends, en plus de ma propre réflexion personnelle sur la recherche, ce que des chercheurs ailleurs, ce que des collègues comme moi, ont pu produire comme données issues de leur propre expérience, et idéalement à travers des recherches formelles. Et je peux aller même un pas plus loin et devenir moi-même un contributeur réel et effectif de cet avancement des connaissances par ma propre démarche de recherche, parce que j'aurais mis en place un protocole pour qui viserait à documenter mes pratiques. Et donc, j'y réfléchis par moi-même, je la soutiens par une lecture comme un chercheur le fait, en bonne et due forme, et je cherche à contribuer éventuellement par ma propre démarche. Ce qui veut dire que vous, comme conseiller pédagogique, je fais du pas sur ce qui s'en vient, vous seriez susceptible de favoriser un déplacement de cette centration sur l'individu, sa capacité réflexive, jusqu'à l'individu, chercheur, qui vise à développer plutôt et à faire avancer les connaissances dans le domaine. C'est une cible, c'est une trajectoire que 100% des personnes avec qui vous travaillerez n'auront pas à suivre parfaitement. Il y a des gens qui vont se confiner dans cette étape, à ce niveau-ci, c'est déjà très bien. Il y a des gens qui vont vouloir pousser un peu plus loin, c'est encore mieux. Je dirais que ça devrait être la cible à plus ou moins long terme que vous visez pour tous et toutes. Et celle-ci, ce sera un tout petit nombre qui voudra s'engager dans une démarche un peu plus avancée, disons, de collecte de données, ce qui n'est pas toujours très exigeant. Il y a un prof chez nous qui a suivi sa formation dont je vous parlais tout à l'heure, Hugo, qui est un prof en informatique, qui a tout simplement fait passer un questionnaire au départ à ses étudiants pour évaluer leur motivation, qui a passé le même questionnaire à la fin de la formation, son cours qu'il a fait avec ce qu'on appelle la pédagogie, ou la classe inversée plutôt, pour voir un peu les incidences perçues du changement qui avait été mis en place. Il a même comparé les résultats de fin de cours de cette année-là avec ceux de l'année précédente. Enfin bref, il a colligé une série de données et il a publié ce travail dans le contexte d'une revue collégiale au Québec, ce qui a permis à d'autres collègues d'apprendre et de réfléchir et de faire avancer leur propre démarche de changement ou d'innovation pédagogique. Donc, 3 niveaux qui représentent encore une fois une cible, un développement. À vous de voir jusqu'où vous souhaitez amener vos commettants, les personnes qui travaillent avec vous, avec qui vous travaillez plutôt, sur cette trajectoire. Questions, remarques, commentaires? Vous savez que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Ça sent. Il n'y aura pas de pause avant la fin, qui plus est. OK. Le développement de l'expertise pédagogique. Qu'est-ce que l'expertise pédagogique? Vous venez d'entendre présenter deux... Oh, je ne vais pas me déplacer trop par là. Vous venez d'entendre de parler de 2 modèles, ou de 2 façons de voir ou de représenter l'expertise ou l'excellence en pédagogie. Si vous aviez à l'expliquer maintenant, qu'est-ce que serait selon vous l'expertise pédagogique?
C'est un collègue qui vous pose la question, là, vous revenez dans votre établissement, vous avez écouté Denis Bédard vous parler de tout cela, vous énoncez l'expression, vous proposez l'expression, vous l'amenez dans la conversation, vous dites « Ah, qu'est-ce que c'est ce truc ?» L'expertise pédagogique. Oui. Avoir une analyse réflexive sur les pratiques pédagogiques. Et... Un élément important auquel il faudrait ajouter, juste derrière. Je tente, hein. Mais après, il utilise les résultats de recherche. Exact. Alors, minimalement, l'expertise pédagogique, c'est moi qui réfléchis parce que, enfin, encore une fois, je tiens note de, je prends note de, je réfléchis par moi-même, peut-être avec vous, dans une situation d'accompagnement. Mais c'est aussi quelqu'un à qui vous aurez dit, regarde ici, il y a un article, 2 articles, 3 articles, qui parle un peu de ton truc, qui parle de motivation, qui parle d'engagement, qui parle de classe inversée, qui parle de pédagogie active, qui parle d'apprentissage par projet, par problème, par compétence, peu importe. Lis et on revient et on en reparle de ce truc. C'est aussi parfois une communauté de collègues. Très souvent, les innovations au Québec, depuis, je dirais, en fait, on peut parler vraiment d'innovation pédagogique depuis le début des années 90 chez nous jusqu'à encore maintenant. Et presque toujours, les premières innovations pédagogiques, ce sont des collectivités qui ont cherché à innover, plus que des individus seuls. Et il y a une raison à cela, c'est que la collectivité se soutient beaucoup dans l'aventure de l'innovation et du changement, parce qu'on l'a beaucoup étudié sous l'angle de changer. Innover, c'est bien, tout cela, cette idée, etc. Mais avant tout, ce sont des individus qui changent. Et changer, vous le savez par expérience, ce n'est pas facile dans la vie de tous les jours. Nouveau conjoint, nouvelle voiture, nouvelle pratique, nouveau boulot, nouvelle entreprise. Changer, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on est soutenu par un groupe de personnes, parce que parfois soi-même on doute, parce que parfois on a des questionnements, l'épaule du collègue d'à côté, etc., ça va devenir vraiment des vrais piliers sur lesquels on va pouvoir soutenir la démarche de changement dans la durée, bien qu'il y a toujours aussi un leader ou des leaders très importants dans cette situation. Aujourd'hui, on accueille davantage l'innovation, on la voit plutôt se manifester autant chez les individus que chez les groupes. Et parallèlement, un peu bizarrement, dans les premiers centres d'innovation pédagogique ou les services d'appui pédagogique qui ont été proposés, on ne proposait que d'accompagner les individus, alors que beaucoup des changements étaient portés par des groupes. C'est donc que quelques années plus tard qu'on a développé dans ces services des conseillers pédagogiques spécialisés dans l'accompagnement de groupes d'individus, et pas surtout dans l'accompagnement d'individus seuls, ce qui n'est pas la même dynamique. On n'a pas tout à fait la même façon d'accompagner le groupe que d'accompagner une personne seule. La démarche de changement ne se fait pas tout à fait de la même façon. Il y a beaucoup d'outils à développer lorsqu'on est dans une logique groupe et ça crée d'autres enjeux, d'autres problématiques. OK, alors oui, 2 composantes alors. Réflexivité, capacité réflexive sur soi et capacité et prise en compte de la littérature sur le sujet. C'est cette idée d'excellence en enseignement comme en recherche. Je l'ai présenté très souvent sous cet axe du praticien. Praticien, au départ, c'est donc quelqu'un qui tout simplement enseigne, par expérience, par intuition, etc. C'est le point de départ, c'est le point 0, si on veut, que j'ai appelé le mode éveil. Le mode acquisition, c'est la dimension, c'est l'étape réflexive, c'est le praticien réflexif, un peu à la Schoen, comme je l'expliquais tantôt. Le praticien-chercheur, c'est là où je commence à ouvrir la porte de la littérature, de l'accueil de ces données issues de la recherche. Et enfin, le chercheur en pédagogie, qui est un mode où je me mets en situation de produire du savoir et pas seulement d'en être un consommateur. Alors, ce développement de ce changement de posture entre praticien réflectif, chercheur et chercheur en pédagogie est un peu la trajectoire que l'on propose. Et généralement, on donne aux gens l'occasion de eux-mêmes fixer la cible dans la durée de leur propre cheminement pédagogique qu'ils voudront situer soit en se limitant à ceci, soit en se limitant à ce niveau, etc. Pour certains, en mettant même des échéances très précises sur le développement qu'ils souhaiteront, et parfois sur des durées limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui s'investissent en pédagogie que pour, disons, 5, 6 années. Ensuite, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont contribué comme ils le souhaitaient, et ils vont un peu laisser
disons, laisser pas de côté, mais ne plus être actif directement dans ce contexte et soutenir d'autres collègues, par exemple, qui seraient dans une perspective de développement de leur propre capacité pédagogique. C'est bon? N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous levez la main. Alors, qu'est-ce qui freine un enseignant-chercheur à dépasser la posture de praticien? Vous savez bien sûr en début de carrière qu'il y a cette expression « publish or perish ». Difficile de passer à côté de l'obligation de se positionner comme chercheur. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça exige des efforts de la plupart des enseignants-chercheurs, surtout ensuite qu'il y a les accréditations pour cette cible de, comment vous l'appelez ici, dossier... quand on va devant les CENU, oui, il y a un niveau de qualification pour être pour diriger la recherche, je crois, ou l'équivalent? L'habilitation, voilà. L'habilitation, donc il faut monter son dossier, il faut avoir été actif. Pour ce faire, on ne peut pas être partout et être efficace sur tous les plans. Alors généralement, il faut que l'institution donne un soutien, aide l'étudiant ou l'enseignant, plutôt chercheur, à avoir le temps qu'il faut pour pouvoir s'investir en recherche, en enseignement et au développement de sa pédagogie. Si tout demeure égal, si la tâche d'enseignement est équivalente, et si on n'a pas, autrement dit, allégé en partie le travail qui est déjà prévu, qui doit être fait, il est très difficile d'imaginer que dans les premières années, quelqu'un pourra complètement se prêter à la réflexion pédagogique à cause en partie de cette obligation de devoir se positionner comme chercheur auprès de ses pairs. Et donc, ce que ça veut dire, par exemple, chez nous, c'est que dans les premières années, dans ces 5 premières années où on n'est pas permanent, on reçoit des dégagements de tâches qui visent justement à permettre à ceux et celles qui veulent s'y investir d'aller vers la formation en pédagogie. Et donc cet allègement de la tâche permet et offre la possibilité de gérer ça d'une façon efficace et sans que tout le monde soit épuisé au bout de la route. Alors, l'enseignement méconnaissance des structures sociales, c'est très difficile, naturellement, de s'intégrer dans une logique pédagogique si je ne connais pas les habitus, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le contexte de mon établissement. Il y a des cultures institutionnelles, des cultures d'établissement qui sont particulières. Il y a les bonnes et les mauvaises pratiques, il y a les bons coups. Et donc, une partie du rôle que l'on peut avoir comme accompagnateur pédagogique, c'est d'instruire ou de former les gens, les nouveaux chercheurs, les nouveaux enseignants-chercheurs, à ces réalités pour permettre de les faire s'arrimer, s'accommoder le mieux possible à cette nouvelle réalité de nouvel acteur dans ce milieu particulier. Et bien sûr, très souvent, il y a un manque de formation, un manque de soutien, de moins en moins, puisque vous le savez par expérience maintenant, vous êtes vous-même des exemples de ce que l'institution a décidé de mettre en place, des services de soutien ou d'appui pédagogique, et on comble de plus en plus ce manque à gagner, mais il y en a encore, et parfois vous n'avez pas la possibilité de pouvoir répondre à toutes les demandes, tout ce qui vous est demandé de faire, et donc vous devez diviser votre temps autant qu'à faire se peut à travers le temps, les exigences de la tâche qui vous est impartie, ce qui parfois limite votre action. Et si on sait donc pallier en partie ces 3 grandes difficultés initiales, chez les jeunes collègues, on pourra soutenir leur réflexion pédagogique. Mais chez nous, on constate aussi beaucoup que c'est les gens qui ont passé la mi-carrière qui s'intéressent à la pédagogie ou à leur pédagogie, qui ont parfois un peu plus de temps ou un peu plus d'espace, disons, dans leur réflexion comme praticien, de pouvoir s'intéresser à la salle de classe. Ça ne vient pas toujours dans les premières années, et c'est très bienvenu que quelqu'un qui a 10 années, 15 années d'expérience ouvre la porte de la pédagogie, de son questionnement pédagogique, et puisse contribuer parce qu'il aura alors fait ses preuves en recherche, parce qu'il aura bien établi sa propre crédibilité comme chercheur, puisse s'investir de ce niveau. Donc, il y a des gens qui sont à tous les niveaux capables de s'investir et de développer cette expertise pédagogique, et bien sûr, vous pourriez être accueillant pour chacun. Enfin, en termes d'accompagnement pédagogique, le SOTL, cité les collègues Reich-Collette, McAlpine, Faganel et Weston. Donc, le SOTL est une démarche de questionnement systématique, c'est ce qu'on appelle le scholarly inquiry, un mot qui se traduit plutôt mal, c'est le questionnement, l'enquête, disons,
sur les apprentissages des étudiants qui permettent d'améliorer les pratiques d'enseignement. Autrement dit, comment j'évalue si je fais un bon enseignement? Bien, pas juste parce qu'on m'a, comme moi, la première année, envoyé un message de « ça s'est bien passé pendant le temps du cours », mais parce que j'aurai donc suivi, vérifié, validé en termes d'impact, qualité d'apprentissage, qualité du savoir procéduralisé si besoin est, transfert des connaissances à d'autres contextes que celui de ma salle de classe. J'aurai donc, à partir de ce questionnement, documenté les effets de mes actions, les conséquences de mes actions auprès de mes étudiants. C'est dans cette position que je pourrai valider si, en partie, l'accompagnement que j'ai offert est adéquat. Et on utilise chez nous cette séquence d'actions qui permet de guider l'accompagnement que l'on offre aux collègues. Alors, on débute toujours par une analyse du contexte d'enseignement dans lequel agissent l'une ou l'autre des personnes, ou le groupe de personnes. Suite à cette analyse initiale, qui est le point de départ, on fait une mise à jour des savoirs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on sait, disons, de la formation d'ingénieurs dans votre domaine spécifique. Il y a beaucoup de revues, si vous avez l'occasion de lire, vous pouvez lire la littérature anglophone. Aujourd'hui, il y a presque dans tous les domaines des revues sur la formation dans ce domaine. Par exemple, chez les chimistes, chez les biologistes, chez les spécialistes en sciences humaines, il y a des revues spécialisées sur la formation dans ces 10 domaines, et pas seulement dans les champs dits professionnalisants. Il y a des choses très intéressantes qui se font. Et puis aux États-Unis, il y a aussi des publications intéressantes du point de vue de... il y a ce qu'on appelle le NSF, le National Science Foundation. Cette organisation américaine publie des rapports très intéressants sur le développement et la formation dans les sciences, que sont les grandes sciences. Il y a un autre regroupement, je m'excuse pour les acronymes, STEM, STEM, pour Science, Technology, Engineering and Mathematics. Alors, STEM, on fait un regroupement, disons, de tout ce qui est de nature plus scientifique. Et à travers le NSF, cette association et le regroupement STEM, on a des rapports très intéressants sur la formation et le développement de la mise à jour des savoirs pédagogiques dans ces domaines. Et dans les champs professionnalisants, bien sûr, il y a tout plein de revues du côté des ingénieurs ou des sciences de la santé. Alors, on fait cette mise à jour après avoir fait une analyse du contexte initial et ensuite on va vers un projet de transformation, un projet de changement qui implique toujours 3 grandes étapes. Celle de la conception du changement lui-même, qui est proposée avec tous les considérants de voici le temps qui est disponible, voici l'énergie que j'ai, voici les connaissances initiales que j'ai, voici, etc. Il y a tout plein de conditions à respecter. Donc, une conception du changement, son implantation, ensuite une évaluation qui peut être plus ou moins formelle, selon encore une fois le niveau de cible que l'on s'est donné. Et ça se termine toujours par une forme de communication quelconque auprès, initialement, généralement, des collègues eux-mêmes, soit du département, de la faculté, de l'établissement, et je peux élargir vers d'autres instances plus nationales ou internationales. Alors, cette boucle représente des étapes bien précises qui nous guident, encore une fois, dans l'accompagnement que l'on propose auprès des personnes que l'on vise à soutenir dans leur démarche, que ce soit dans le cadre de formation informelle, comme celle offerte par le service de soutien à la formation à l'Université de Sherbrooke. Des gens qui sont des acteurs de ce service sont tous des conseillers pédagogiques, ou de formation plus formelle, comme celle que mes collègues et moi offrons dans un micro-programme de pédagogie en enseignement supérieur. On parle alors d'une formation créditée, des cours en bonne et due forme, avec travaux, évaluation, etc. Alors, l'enseignement est aussi alimenté par la recherche sur l'enseignement, comme on l'expliquait tout à l'heure, à part de la didactique dans sa discipline et les théories relatives à l'apprentissage, donc pédagogique. Il faut toujours se rappeler ce rapport de réflexion de nature didactique, réflexion de nature pédagogique. En général, comme conseiller pédagogique, votre soutien est surtout au niveau de la relation apprentissage étudiant-enseignant. Si vous êtes par ailleurs aussi spécialiste dans la matière pour laquelle vous êtes un conseiller pédagogique, parce que vous seriez scientifique et vous conseillez un scientifique, ou vous êtes quelqu'un dans un champ comme l'ingénierie et vous êtes vous-même ingénieur de formation, c'est tant mieux.
mais on explique toujours, nous, quand on forme, de toute façon, les gens viennent de différentes disciplines, que l'on ne peut prétendre former ou accompagner réellement la réflexion de nature didactique. Elle devra être faite en partie de façon plus autonome ou du moins soutenue par les collègues autour. Et on est surtout là pour offrir un accompagnement de nature pédagogique, ce qui implique donc une maîtrise de la littérature dans ce domaine, pour vous, si vous voulez prétendre faire ce type de travail. Pour vous aussi de tenter de valoriser tout ce qui touche la réflexion liée à la pédagogie, donc l'importance des données de la recherche en complément au savoir développé par la pratique elle-même. Et enfin, l'accompagnement des enseignants et l'appropriation des savoirs de nature méthodologique. La recherche en pédagogie mobilise des habiletés de chercheurs qui ne sont parfois pas celles déjà acquises dans cette discipline. Il faut donc savoir qu'il y a des procédés, des façons de faire qui devront s'ajouter à la banque des habiletés que je possède déjà dans mon domaine. Et en soi, ça fait partie d'un apprentissage en bonne et due forme. Et ici, dans ce contexte, enfin, pour ce qui est du Scholarship of Teaching and Learning, l'enseignant expert connaît la recherche en éducation relative à ce qu'il enseigne, à partir de laquelle, comme on l'a déjà dit, il réfléchit à sa propre pratique. C'était le niveau 3 de praticien-chercheur. Et ce que ça veut dire du point de vue du conseil pédagogique, c'est de soutenir vos interlocuteurs dans le développement de leur capacité réflexive. Il y a toutes sortes de moyens qui sont proposés dans la littérature. Entre autres, maintenant, il y a je mentionne souvent le journal de bord, mais il y a attendez, il y a un bel outil qu'on propose maintenant sous la forme numérique, que sont les portfolios, voilà. Donc, les portfolios de production qui permettent de faire en sorte que dans la durée, on note ce qui a été développé, proposé et qu'on y réfléchit. Et de plus en plus, on propose des portfolios numériques qui sont développés généralement par chaque établissement. Vous pouvez apporter, pour soutenir leur réflexion, vos propres synthèses des écrits. Vous pouvez les accompagner dans ce travail de réflexion. Ce n'est pas toujours évident de savoir où aller chercher, par quelle porte passer ou quelle trajectoire suivre. Et enfin, beaucoup, le développement de ces communautés de pratique. Entre vous, ici, vous représentez déjà un exemple de communauté de pratique, cette idée de commu, mais de fait, c'est la même idée qui peut être reproduite auprès de groupes d'enseignants, et c'est généralement très porteur. C'est vrai pour les étudiants dans nos classes, l'apprentissage par les pairs est de plus en plus reconnu comme étant un des leviers significatifs pour favoriser l'apprentissage. Il en va de même pour les enseignants-chercheurs. L'apprentissage et le soutien dans leur propre dynamique de réflexion, de changement, entre eux et entre elles, va vraiment contribuer de façon significative à leur travail d'apprentissage et de changement. Alors voilà, on arrive à la conclusion. Ce que je vous propose essentiellement, c'est de développer une réflexion individuelle sur les pratiques. Et ça, c'est à travers la recherche. Alors, ce qui s'ajoute avec le Scholarship of Teaching and Learning, c'est la dimension recherche, au sens propre. Et on devrait relativement avoir des oreilles attentives chez nos collègues enseignants-chercheurs, puisqu'ils sont toutes et tous formés à la recherche. Et donc, l'idée que ce n'est pas que parce que je l'ai ou je ne l'ai pas, ce n'est pas qu'intuitif, l'enseignement, c'est aussi documenté, et on peut faire avancer les connaissances de la même façon que dans une discipline quelconque, autre. C'est la proposition de base, si on veut. Et donc, c'est à travers cette collaboration, cet accompagnement et cette co-construction du savoir pédagogique que votre rôle pourra être valorisé. Et j'entendais plutôt du responsable de la commune, M. Vincent Hoffman-Martineau, qui me disait, comme il vous l'a raconté, je crois que proposer à un enseignant-chercheur de recevoir un accompagnement, c'était parfois lui faire offense, ou c'est-à-dire à la limite dire qu'il ne faisait pas déjà un bon boulot, ou qu'il faisait mal les choses. Mais de fait, on est tous dans une position où on peut naturellement chercher à améliorer nos pratiques. Mais votre position, ce n'est pas d'arriver en disant « je sais mieux que toi ce qui ». Non, la position, c'est de dire « je peux vous accompagner, je peux vous aider à ». Et c'est dans ce rôle de soutien, plutôt que dans ce rôle d'expert qui vient pallier les difficultés existantes, que je crois du moins que l'accueil sera le plus susceptible d'être profitable de votre proposition. Le SOTL, c'est un cadre, ça vise à vous aider à donner un peu du sens à cette démarche, plutôt qu'encore une fois pour vous-même d'y aller de façon plus intuitive. Et naturellement d'éviter que tout se fasse de façon purement intuitive et déductive.
de par le fait que la position de praticien-chercheur vous aidera et aidera vos enseignants-chercheurs à faire en sorte de pouvoir eux-mêmes et elles-mêmes faire avancer les savoirs pour leur pratique d'enseignement-apprentissage, mais également celle de leur communauté de collègues enseignants-chercheurs.